Il a généré 23% de rendement annuel pendant 23 ans. Il a survécu au crack de 1987, à la bulle Internet, à la crise 2008. Et pourtant, son créateur n'est pas un trader de Wall Street, c'est un simple professeur de comptabilité. Cette méthode transforme 10 000 euros en plus de 100 000 euros en 10 ans. Elle surpasse les meilleurs hedge funds de la planète. Elle a humilié les analystes les plus respectés de Wall Street et elle repose sur 9 questions. 9 questions que vous pourriez poser à votre petit-fils de 10 ans. 9 questions tellement simples que Wall Street les a ignorées pendant des décennies. 9 questions qui révèlent ce que cachent vraiment les entreprises. Mais pourquoi cette découverte révolutionnaire a-t-elle été enterrée pendant 20 ans? Pourquoi les plus grandes banques d'investissement ont-elles ignoré cette méthode? Et surtout, comment peut-on l'utiliser aujourd'hui pour sélectionner les meilleures actions? Bonjour à tous, c'est Sébastien Valton, conseiller en investissement financier et directeur des opérations du logiciel Value Investing Screener, Divis, pour les intimes. Et aujourd'hui, on va décortiquer l'une des méthodes d'analyse les plus puissantes du value investing. Une méthode qui vous permet de détecter les entreprises solides avant tout le monde, de séparer les vraies pépites des pièges à valeur, de transformer finalement votre façon d'analyser les actions. Attention, comme toujours, petit disclaimer, mes contenus sont pédagogiques et ne constituent en rien des conseils en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et investir en bourse comporte bien évidemment des risques. Mais revenons maintenant à notre histoire. Comment 9 questions ont-elles pu révolutionner l'investissement? Quelle est la logique derrière cette méthode? Et surtout, comment l'utiliser sans tomber dans les pièges que même son créateur n'avait pas anticipés? Parce que oui, cette méthode a des failles que j'ai découvertes après plusieurs temps d'utilisation, des failles qui peuvent vous coûter cher si vous ne les connaissez pas. Alors, je vous conseille de vous installer confortablement, prenez de quoi noter et préparez-vous à découvrir le code secret qui a changé ma façon d'investir et celle de milliers d'investisseurs. Et qui va probablement aujourd'hui changer la vôtre. Parce que dans quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi certaines actions que tout le monde fuit sont en réalité des diamants bruts. Et pourquoi d'autres actions que tout le monde adore, des pièges mortels. Maintenant que les bases sont posées, je vous propose ensemble de découvrir l'histoire qui se cache derrière ce score. Et vous l'aurez deviné, c'est le Piotrowski F-score. Mais revenons à ses racines. Nous sommes à la fin des années 90, dans les couloirs feutrés de l'université de Stanford, au cœur de la Silicon Valley. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se préparer. Pas dans les laboratoires informatiques, pas dans les incubateurs de start-up, mais dans un bureau discret du département de comptabilité. Joseph Piotrowski, un homme que vous ne connaissez probablement pas pour la plupart. Pas de couverture de magazine, pas de biographie à succès, pas de fonds d'investissement à son nom, juste un professeur de comptabilité. Mais un professeur obsédé par une question qui va révolutionner l'investissement. Imaginez-vous dans sa peau quelques secondes. Vous êtes professeur dans l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Autour de vous, des étudiants brillants, qui vont devenir d'ailleurs les futurs maîtres de Wall Street pour la plupart. Vous leur enseignez la comptabilité, l'analyse financière, les méthodes d'évaluation. Et pourtant, vous n'êtes pas satisfait. Mais vous allez me demander, Sébastien, pourquoi? Parce que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Les méthodes traditionnelles d'évaluation, pour la plupart, elles échouent. Constamment, les analystes, avec leurs modèles sophistiqués, leurs DCF à rallonge, leurs multiples sectoriels, eh bien, ils passent à côté de certaines pépites extraordinaires. Pire encore, ils recommandent parfois des entreprises qui vont s'effondrer 6 mois plus tard. Piotrowski, lui, observe les recommandations d'achat sur des entreprises qui font faillite l'année suivante. Il voit des strong buy, comme on voit d'ailleurs sur plusieurs screeners et plusieurs brokers en ce moment, sur des sociétés qui, elles, manipulent leurs comptes. Il assiste à cette valse, si je puis dire, absurde où les analystes changent leurs recommandations après que les cours ne soient effondrés. Et c'est là qu'une idée révolutionnaire germe dans l'esprit de Piotrowski. Une idée si simple qu'elle en devient tout simplement géniale. Et si le problème n'était pas dans la complexité des modèles, mais dans leur simplicité mal dirigée. Vous voyez, et
Vous n'allez pas me contredire, tout le monde se concentre sur des entreprises qui brillent déjà. Apple, Microsoft, Coca-Cola, Nvidia, les stars du moment. Mais Piotrowski, lui, regarde ailleurs. Il regarde ces entreprises que tout le monde évite comme la peste. Piotrowski développe alors, si je puis dire, une véritable obsession. Une obsession pour ces entreprises que tout le monde évite. Ces sociétés avec un ratio price to book faible, qu'on appelle value stocks, par politesse évidemment, mais que la plupart considèrent comme des value traps, ou alors des pièges de valeur. C'est comme si vous vous promeniez dans une brocante. Tout le monde se rue sur les objets brillants, les antiquités bien mises en valeur, celles qui ont des étiquettes dorées et des spots qui les éclairent, mais Piotrowski, lui, fouille dans les cartons poussiéreux du fond, dans ces boîtes que personne ne regarde, étiquetées vrac ou encore l'eau défraîchie. Pourquoi? Parce que il sait. Il sait qu'il y a des trésors cachés. Il y a cette intuition que dans ces entreprises ignorées, délaissées, parfois même méprisées par la plupart, se cachent peut-être les futurs champions. Il faut juste savoir où chercher, il faut juste savoir poser les bonnes questions. Mais voilà le problème. Comment distinguer les vraies pépites des vrais pièges? Comment savoir si cette entreprise avec un cours divisé par 5 est sur le point de se redresser ou de faire faillite? Les méthodes traditionnelles, pour lui à l'époque, ne fonctionnent pas. Les ratios classiques sont faussés, les prévisions des analystes sont inexistantes sur ces entreprises délaissées. Alors comment faire? Comment se faire une opinion ou un avis? Et c'est là que l'éclair le frappe. Piotrowski réalise quelque chose de révolutionnaire. Et si la solution était dans ce que tout le monde ignore? Au lieu de créer des modèles toujours plus complexes, et si on revenait aux fondamentaux, aux vrais fondamentaux? Pas les ratios à la mode, pas les prévisions des analystes, pas les recommandations des banques, mais les faits, les chiffres bruts, les réalités comptables que personne ne veut voir. C'est comme un médecin qui, au lieu de s'embarrasser avec des analyses sophistiquées, commençait par prendre votre pouls, votre tension, votre température. Les signes vitaux de base, ceux qui ne mentent jamais. Piotrowski commence alors à développer sa méthode. Une méthode d'une simplicité déconcertante, réellement. Il ne va pas créer un modèle à 50 variables. Il ne va pas pondérer des ratios complexes. Non. Il va poser 9 questions. 9 questions binaires. Oui ou non. 1 ou 0 et point final. Pourquoi binaire? Parce que c'est là que réside le génie. Dans la vraie vie, soit une entreprise génère du cash, soit elle n'en génère pas. Soit elle réduit ses dettes, soit elle les augmente. Soit elle devient plus efficace, soit elle devient moins efficace. Pas de nuance, pas de peut-être. Juste la réalité brutale des chiffres. Piotrowski passe alors des années à peaufiner sa méthode. Il teste, ajuste, il reteste, il analyse des milliers d'entreprises, il remonte dans l'histoire, il étudie les survivors et les victimes, il affine ses 9 questions jusqu'à ce qu'elles deviennent parfaites. Et puis, fin 1999, il a sa réponse. Il a testé sa méthode sur des décennies de données. Les résultats sont tout juste hallucinants. L'année 2000, Piotrowski publie son étude. Le titre derrière, Value Investing, the use of historical financial statement information to separate winners from losers. Un titre académique qui cache une bombe nucléaire. Les résultats sont littéralement à couper le souffle. Plus de 20% de rendement annuel sur des backtests initiaux. Sur la période 1976-1999, incluant des crashs majeurs comme 1987, 23% par an. L'American Association of Individual Investors confirme plus tard 22% par an entre 2003 et 2017. Ce n'était pas qu'une simple théorie has-been. Sur 14 000 entreprises analysées, les scores 9 surperforment le marché de 16% par an. Pour vous donner une idée, Warren Buffett a généré environ 19% par an sur sa carrière. Les meilleurs hedge funds peinent à peine à dépasser 15% de manière constante. Et là, tout est bouleversé. Un simple professeur de comptabilité avec 9 questions binaires fait mieux que tous. Mais vous allez vous demander comment? Comment un simple système de notation binaire peut-il accomplir cela? La réponse réside dans sa logique implacable. Évaluer la vraie solidité fondamentale d'une entreprise et non les caprices du marché.
Piotrowski a découvert quelque chose que Wall Street avait totalement oublié et d'ailleurs qu'on oublie encore à l'heure actuelle. Les entreprises qui s'améliorent dans l'ombre finissent toujours par être récompensées par le marché. Il suffit de savoir les détecter avant tout le monde. Alors, maintenant, vous avez posé comme question, quelles sont ces 9 questions magiques? Comment fonctionnent-elles? Et surtout, comment peut-on les utiliser aujourd'hui? Eh bien, je vous propose qu'on découvre ensemble, de rester avec moi tout au long de cette vidéo, parce que vous allez découvrir le code secret qui a révolutionné l'investissement et qui va probablement révolutionner le vôtre. Alors maintenant, j'espère que vous êtes toujours là. Et voici les 9 questions qui valent des millions. 9 questions simples, binaires. Chaque réponse vaut 0 ou 1 point. C'est tout. Pas de nuance, pas de peut-être, juste oui ou non. Mais attention, ce score a été spécifiquement conçu pour un type d'entreprise très précis. Imaginez un hôpital d'urgence. Les médecins n'utilisent pas les mêmes tests pour un enfant qui a la grippe et pour quelqu'un qui arrive après un accident de voiture, on est d'accord. Eh bien, Piotrowski a créé son F-score pour les entreprises dites accidentées, celles avec un ratio book-to-market élevé, autrement dit un ratio price-to-book faible. Des entreprises souvent en difficulté qui se vendent près de leur valeur de liquidation. L'objectif derrière tout ça, c'est simple, déterminer lesquels vont s'en sortir. Et pour ça, pour analyser, on va découper tout ça en plusieurs blocs. Le premier bloc derrière tout ça est la profitabilité. C'est les 4 piliers de la machine à cash. Première question, l'entreprise fait-elle du profit? Quel est le critère derrière? Il faut que le résultat net soit positif ou avoir un ROA positif. Le ROA, quel est? Return on asset, hein. La formule derrière, c'est le résultat net sur le total des actifs. C'est comme demander à votre voisin qui vend des gâteaux faits maison, au final, tu gagnes de l'argent ou t'en perds? Même un petit profit, même 1 centime, vaut mieux qu'une perte. Une entreprise qui ne sait pas générer de profit, c'est comme un restaurant qui ne sait pas cuisiner. Point attribué 1 si positif, 0 si négatif, point final. Deuxième question, l'entreprise s'améliore-t-elle? Qu'est-ce qu'on sous-entend derrière? Eh bien, est-ce qu'il y a une augmentation du return on asset? Si le return on asset actuel est supérieur au return on asset de l'année précédente, c'est positif. Imaginez 2 restaurants. Le premier gagne 1 000 € par mois avec 100 000 € d'équipement. Le second gagne la même chose, mais avec 200 000 € d'équipement. Lequel est plus efficace selon vous? Eh bien, c'est exactement ce que mesure le ROA. Combien l'entreprise génère de profit avec ses actifs? Une augmentation du ROA signifie que l'entreprise devient plus efficace. Elle apprend alors à faire plus avec moins et c'est le signe d'une machine qui s'améliore. La troisième question, l'entreprise génère-t-elle vraiment du cash? Quel est le critère derrière? Eh bien, on va regarder si le flux de trésorerie d'exploitation est positif. C'est en fait si l'operating cash flow, pour ceux qui regardent les comptes en anglais, est supérieur à 0. C'est la différence entre, par exemple, un magicien et un vrai entrepreneur. Le magicien peut faire apparaître des profits sur papier grâce à des tours comptables, mais le vrai entrepreneur, lui, génère du cash réel, du cash qui rentre dans les caisses. Le flux de trésorerie d'exploitation, c'est l'argent que l'entreprise génère avec son cœur de métier. Pas de gains exceptionnels, pas de vente d'actifs, pas de tour de passe-passe de manipulation comptable. Juste, est-ce que cette entreprise génère de l'argent avec ce qu'elle fait au quotidien? Oui ou non? Question binaire. La quatrième question, la qualité est-elle au rendez-vous? Quels critères derrière? Eh bien, est-ce que le flux de trésorerie d'exploitation est supérieur au résultat net? C'est le test ultime du Piotrowski. C'est ici qu'il sépare en fait les vraies machines à cash des, si je puis dire, des illusionnistes comptables. Imaginez que je vous annonce que mon restaurant, demain, a fait 50 000 € de profit l'an dernier. C'est impressionnant. Mais si je vous dis qu'en réalité, seulement 20 000 € sont entrés dans ma caisse, vous commencez à vous poser des questions. Eh bien, si le flux de trésorerie opérationnel est supérieur au résultat net, c'est que l'entreprise est une vraie machine à cash. Elle ne se contente pas d'afficher des profits sur le papier, elle les encaisse réellement. Maintenant qu'on a vu le premier bloc, on va s'intéresser donc au deuxième bloc qui est la structure financière. Les 3 boucliers contre les tempêtes. Donc la cinquième question et la première de ce bloc, c'est l'entreprise réduit-elle ses dettes? Quel est le critère qu'on va regarder? Eh bien, c'est la diminution de sa dette à long terme. Et pour ça, on va avoir le rapport dette à long terme sur total des actifs
le tout actuel, sur dette à long terme, sur total des actifs, précédent, de l'année dernière. Vous connaissez, par exemple, si je dois prendre, on va faire une analogie, vous connaissez cette personne qui chaque mois réduit un peu ses crédits. Elle rembourse sa voiture, diminue son crédit immobilier. Eh bien, cette personne, vous l'accorderez, devient plus libre et moins vulnérable. C'est exactement pareil pour une entreprise. Réduire ses dettes long terme, c'est réduire le risque, pas le risque spécifique, le risque financier total. C'est se donner plus de marge de manœuvre pour les coups durs. C'est le signe d'une gestion totalement responsable et remarquable. La sixième question et la deuxième de ce bloc, c'est l'entreprise peut-elle payer ses factures? Ce qui est essentiel comme question. Et là, on va ici regarder si les actifs courants sur les passifs courants actuels eh bien, sont supérieurs aux précédents. Donc, vous l'aurez compris, le ratio qu'on va regarder ici, donc actif courant sur passif courant, c'est le current ratio. Le current ratio, si vous voulez, c'est un peu comme la capacité à payer vos factures du mois. Si vous avez 3 000 € sur votre compte et 1 000 € de facture, votre current ratio personnel est de 3. C'est plutôt rassurant. Une entreprise donc avec un current ratio qui s'améliore, c'est une entreprise qui respire mieux financièrement et surtout qu'elle peut faire face à ses obligations court terme sans vraiment paniquer. La septième question de ce Piotrowski F-Score, c'est l'entreprise évite-t-elle de diluer ses actionnaires? Et on va regarder ici qu'il n'y a pas de nouvelles émissions d'actions. Donc ce qu'on regarde ici, un peu plus en pratique, c'est le nombre d'actions en circulation, s'il est stable ou en baisse. Imaginez que vous possédez par exemple 10% d'une pizzeria avec 9 autres associés. Tout va bien. Mais le jour où le gérant décide de faire entrer 10 nouveaux associés, vous possédez maintenant 5% de la même pizzeria. Vous venez tout simplement d'être dilué. Quand une entreprise émet de nouvelles actions, eh bien, elle dilue ses actionnaires existants. Pire encore, c'est souvent le signe qu'elle a besoin d'argent rapidement, ce qui n'est pas forcément toujours un bon signe, que ce soit structurellement ou sur le signal envoyé pour les marchés. Maintenant qu'on a vu ce deuxième bloc, il y a le troisième et dernier bloc qui est l'efficacité opérationnelle. Et là, on pourrait dire, c'est les deux preuves que le capitaine maîtrise vraiment son navire. Donc la huitième question et l'avant-dernière, c'est est-ce que l'entreprise améliore sa marge? Et là, on va regarder quoi comme critère? Tout simplement l'augmentation de la marge brute. Est-ce que la marge brute actuelle est supérieure à la marge brute précédente? Pour rappel, on calcule la marge brute en faisant le chiffre d'affaires, le coût des ventes sur le chiffre d'affaires. Et un restaurant qui augmente par exemple sa marge brute, c'est un restaurant qui optimise soit ses prix, soit ses coûts. Peut-être qu'il a négocié de meilleurs tarifs avec ses fournisseurs ou qu'il a augmenté ses prix parce que ses clients apprécient la qualité. C'est le signe d'une entreprise qui maîtrise son cœur de métier, qui devient plus rentable sur ses opérations de base et surtout plus profitable. Maintenant que c'est dit, la dernière question de ce Piotrowski, c'est est-ce que l'entreprise utilise mieux ses actifs? Quel est le critère? Eh bien, on va regarder ici l'augmentation du ratio de rotation des actifs. La formule derrière tout ça, c'est tout simplement les ventes sur les totals des actifs actuels sur ce même ratio précédent. Imaginez deux magasins identiques de 100 mètres carrés. Le premier génère 100 000 € de chiffre d'affaires par an, le second 200 000 €. Lequel utilise mieux son espace? Eh bien, c'est exactement ce que va mesurer ce ratio qu'on appelle d'ailleurs l'asset turnover. Une entreprise qui finalement améliore ce ratio génère plus de ventes avec les mêmes actifs. C'est de l'efficacité pure. Vous voyez maintenant pourquoi c'est génial. Piotrowski n'a pas créé un système complexe. Il a créé une sorte de radar. Un radar qui détecte les entreprises qui génèrent vraiment du cash en 4 points, ont une structure financière saine en 3 points, deviennent plus efficaces sur 2 points. Le total, c'est donc 9 points maximum et c'est dynamique. Le score peut changer rapidement d'une année à l'autre. Un 9 peut devenir un 5 si les fondamentaux se dégradent. C'est pour ça que c'est un score à prendre avec énormément de pincettes. Bon, maintenant que c'est dit, vous avez la théorie et je vous propose de passer à la pratique parce que tout ça, c'est bien beau en théorie, mais comment on fait concrètement? C'est exactement pour ça qu'il y a des screeners qui existent, dont Value Investing Screener, et qu'on a intégré dans notre logiciel, le Piotrowski F-Score. Pour rappel, Value Investing Screener, c'est notre plateforme d'analyse que vous connaissez peut-être déjà. VIS, c'est l'outil qui vous permet de scanner plus de milliers d'entreprises mondiales avec les méthodes des plus grands investisseurs au monde. Si vous voulez d'ailleurs tester le logiciel, j'ai glissé en description un code promotionnel nommé Sébastien. Libre à vous d'aller l'utiliser. Donc maintenant, on se retrouve sur VIS et vous allez voir qu'on peut filtrer dans les filtres avancés, chercher des entreprises selon le score minimum que vous souhaitez.
Si imaginons vous voulez tester que cette méthode-là et que si on vous recommande, même si bon, ça veut dire que même si vous voulez tester, eh bien, de chercher des entreprises qu'avec ce score, même s'il est d'usage généralement de le mixer avec d'autres critères d'analyse, et que vous voulez seulement les entreprises avec un score de 8 ou 9, eh ben, pas de problème. Vous voulez analyser les entreprises avec un score faible pour voir si elles sont en redressement, c'est aussi possible. Et ce qu'on va voir ensemble tout de suite, quand je vais dans les filtres avancés dans la partie score, il y a le Piotrowski score. Et si je veux des entreprises qui ressortent minimum avec 8, je peux filtrer, je lance ma recherche et toutes les entreprises avec un minimum score de 8, donc là vous voyez qu'il y en a pas mal, vont ressortir. Et après, je peux aller, bon, hop, les étudier en ouvrant une nouvelle page. Donc, c'est quelque chose de très pratique. Pareil pour si vous voulez étudier juste des entreprises en difficulté, ce qui peut être aussi possible. Vous allez dans Score. Là, vous tapez, hop, un moins. Ici, vous allez dans minimum, on va mettre 4. Tac. Hop, là, on va mettre 1. Des entreprises que de 1 à 4 maximum. Vous lancez la recherche. Et là, toutes les entreprises qui ont un Piotrowski score entre 1 et 4 vont ressortir. C'est quelque chose de pratique qui peut vous aider par la suite. Vous venez de le voir, ça vous évite de calculer par vous-même et ça peut vous faire gagner un temps considérable. Mais attendez un peu avant de finir cette vidéo. Avant de vous emballer, laissez-moi vous révéler quelque chose de très important. Quelque chose que même Joseph Piotrowski n'avait pas anticipé, ce sont plusieurs limites. Déjà, la dynamique des scores. Le Piotrowski F-score n'est pas une boule de cristal. C'est un indicateur, mais pas une garantie. Un score de 9 peut devenir, comme je l'ai dit avant, un 5 l'année suivante. Parce que les fondamentaux financiers sont très dynamiques, vous le savez. L'entreprise que vous pensiez solide peut rapidement se dégrader. La deuxième limite, eh bien, rappelez-vous, ce score a été conçu pour identifier les entreprises en difficulté financière, mais ayant un potentiel de redressement. Pour les géants établis comme Apple ou Microsoft, le score sera souvent élevé et moins discriminant. C'est comme utiliser finalement un stéthoscope pour ausculter un patient en bonne santé. L'outil va confirmer qu'il va bien, mais il ne vous dira pas s'il est en excellente forme ou juste en forme correcte. La troisième limite, évidemment, c'est la plus grande et la majeure. Cette limite, Joseph Piotrowski ne l'a pas abordée. Le F-score ne prend pas en compte la valorisation. Une excellente entreprise peut être solide, mais son prix sur le marché peut être trop élevé. C'est comme acheter un coffre-fort avec 20 000 euros à l'intérieur, mais le payer 30 000 euros. Oui, le coffre-fort est solide, oui, il contient de l'argent, mais au final, vous perdez 10 000 euros sur la transaction. Donc, ce sont des choses quand même à prendre en compte avant de les intégrer dans vos critères de sélection. Donc, on arrive en fin de cette vidéo et voilà la vérité. Le Piotrowski F-score est un outil extraordinaire, mais c'est un outil complémentaire. Il ne remplace pas l'analyse de la valorisation. Il ne remplace pas votre jugement personnel. C'est comme un radar sur un bateau. Le radar vous dit s'il y a des obstacles devant vous, mais il ne vous dit pas si vous devez tourner à gauche ou à droite. Il vous donne des informations cruciales, mais c'est à vous de naviguer. Utilisez le Piotrowski score pour filtrer les entreprises solides, mais n'oubliez jamais de vérifier le prix que vous payez et que c'est un score extrêmement dynamique. Même le meilleur restaurant du monde peut être trop cher. Et vous, allez-vous utiliser ces 9 questions révolutionnaires dans votre propre stratégie d'investissement? Dites-le moi en commentaire, cela m'intéresserait de le savoir. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner pour ne pas rater aucun secret de l'investissement intelligent. Dites-moi quel autre score ou quelle autre métrique vous aimeriez que j'explique en vidéo la prochaine fois. C'était Sébastien sur la chaîne Vice et je vous dis à très bientôt pour continuer à parler long terme.